On se demande souvent pourquoi est-ce qu'on vit mieux globalement que nos grands-parents et comment faire pour que la génération suivante vive encore mieux. La clé, elle est cachée dans le moteur de la croissance économique. Mais attention, on ne parle pas des fluctuations de la bourse au jour le jour, non, non. On parle du vrai progrès, celui qui change nos vies sur le long terme. Et ce moteur, eh bien pendant très longtemps, il est resté une véritable boîte noire. Aujourd'hui, on va soulever le capot ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Alors voilà le programme de cette analyse. On va commencer par l'énigme de départ, ce fameux puzzle de la croissance que personne ne comprenait. Ensuite, on va se pencher sur les deux théories qui ont vraiment tout changé. Après ça, on verra comment on peut passer de la théorie à la pratique, avant d'arriver à une conclusion finale qui est, vous allez voir, assez surprenante. Tout est parti d'un constat, d'une sorte d'anomalie. La théorie économique de l'époque disait un truc assez simple. Un pays pauvre, c'est un peu comme une start-up. Il a un potentiel de croissance énorme. Si on y met un peu de capital, il devrait décoller beaucoup plus vite qu'un pays déjà riche, qui est un peu comme une grosse entreprise bien installée. Ça semble logique, non ? Eh bien, sauf que dans la réalité, ça ne se passait pas du tout comme ça. Les pays riches continuaient leur bonhomme de chemin, et les pays pauvres restaient pauvres. L'écart, au lieu de se réduire, persistait. Il y avait clairement quelque chose qui clochait, une pièce manquante dans le raisonnement. Et la réponse, elle est venue d'un changement complet de paradigme. Avant, les économistes voyaient le progrès technique un peu comme de la magie, une sorte de manna qui tombait du ciel, un truc extérieur à l'économie qu'on ne pouvait ni expliquer ni vraiment influencer. Et puis sont arrivées les nouvelles théories, qu'on appelle endogènes, et là l'idée est radicalement différente. Non, le progrès ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat de choix, de décisions, d'investissements faits à l'intérieur de l'économie. Et cette simplicité, eh bien ça change absolument tout. La première grande tentative pour formaliser ça, c'est le modèle ACA. Il a été proposé par Paul Romer en 1986. C'était vraiment le premier pas pour essayer de comprendre la mécanique interne de la croissance. L'idée centrale est super intuitive. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par la pratique, le fameux learning by doing. Imaginez une usine qui achète une nouvelle machine. Les employés ne vont pas juste produire plus. En l'utilisant, ils vont apprendre, trouver des raccourcis, avoir de petites idées pour l'améliorer. Et le truc génial, c'est que ces connaissances, ces petites astuces, elles ne restent pas bloquées dans l'usine. Elles finissent par se diffuser, par fuiter, chez les concurrents, dans d'autres secteurs. C'est un effet boule de neige. Et ça nous amène à cette équation Y égale à K, qui a l'air simple, mais qui cache une idée révolutionnaire. Jusque-là, on pensait toujours en termes de rendement décroissant. C'est-à-dire que le premier tracteur dans une ferme change tout, le deuxième, c'est bien, mais ça change moins la donne, le dixième, bof, l'impact diminue. Mais avec ce modèle AK, ce n'est plus vrai. Pourquoi ? Parce que chaque nouvel investissement ne fait pas qu'ajouter une machine, il ajoute aussi de la connaissance qui se diffuse partout. Du coup, chaque investissement rend tout le capital existant plus productif. Résultat, la courbe de croissance ne s'aplatit pas, elle continue de grimper tout droit à l'infini. La croissance peut donc être perpétuelle. Donc ce modèle, même s'il est assez simple, est hyper puissant. D'un coup, il explique comment une croissance sans fin est possible. Mais surtout, il résout notre énigme de départ. Il nous dit que si on prend deux pays identiques, mais que l'un part avec plus de capital que l'autre, eh bien ils vont grandir à la même vitesse. Mais l'écart entre les deux, lui, ne se réduira jamais. Et ça, c'est vraiment le point clé. C'est comme si le début de la course comptait plus que la course elle-même. Un pays riche et un pays pauvre peuvent très bien courir à la même vitesse, mais si l'un a commencé avec 10 km d'avance, l'autre ne le rattrapera jamais. L'écart initial est comme gravé dans le marbre, il se maintient à l'infini. Ok, mais le modèle a une faille. Pensez-y, une entreprise qui investit dans une nouvelle machine crée des connaissances. Super. Sauf que ces connaissances, elles profitent aussi à ses concurrents, et ce gratuitement. Pour la société, c'est génial, mais pour l'entreprise qui a payé, c'est moins drôle. Elle ne regarde que son propre retour sur investissement. La conséquence, chaque entreprise, de son côté, va sous-investir par rapport à ce qui serait optimal pour l'ensemble de l'économie. Le moteur tourne, mais il n'est pas à plein régime. Ce premier modèle, c'était un grand pas, mais il y avait un souci. Les idées étaient une sorte de produit dérivé, un accident heureux de l'investissement. On ne savait toujours pas d'où elles venaient vraiment. Il a donc fallu une deuxième étape, une deuxième révolution, toujours menée par Paul Romer en 1990, et cette fois, les idées ne sont plus un bonus, elles sont le cœur même du réacteur. Et là, on arrive à l'idée maîtresse. L'innovation, ce n'est pas un éclair de génie qui arrive par hasard sous la douche. Non, c'est une activité économique, tout ce qu'il y a de plus intentionnel. Les gens deviennent chercheurs pour la même raison qu'ils deviennent avocats ou boulangers, parce qu'ils espèrent en tirer un profit. L'innovation, ce n'est plus de la magie, c'est un marché.
Alors, comment ça marche? Dans ce nouveau modèle, le progrès, ce n'est pas d'avoir simplement plus de marteaux. C'est d'inventer la perceuse, puis la vis sans fil, puis une machine-outil à commande numérique. Chaque nouvelle idée, en fait, c'est le plan d'un nouvel outil, ce qu'on appelle un bien intermédiaire. Et la clé, c'est que plus on a une grande variété d'outils, plus on est productif. Le modèle décompose l'économie en 3 étages, si on veut. Au premier étage, on a le secteur de la recherche. Des gens dont le métier est de trouver de nouvelles idées. Ces idées, ils les protègent avec des brevets. Au deuxième étage, on a des entreprises qui achètent ces brevets. Ça leur donne un monopole pour fabriquer et vendre un nouvel outil. Et enfin, au troisième étage, il y a toutes les autres entreprises qui, elles, achètent cette panoplie d'outils toujours plus grande pour produire plus efficacement les biens et services qu'on consomme tous les jours. C'est une chaîne qui va de l'idée au produit final. Bon, très bien. Si la croissance vient des idées, la question qui se pose est évidente. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'idées? Le modèle nous donne des leviers d'action très clairs, mais il met aussi en évidence un choix, un arbitrage crucial auquel toute société est confrontée. Et voilà, cet arbitrage, c'est assez simple à comprendre. Toute la main-d'œuvre d'un pays peut être divisée en deux. D'un côté, les gens qui produisent des biens et des services aujourd'hui. De l'autre, les chercheurs qui créent les idées qui permettront de produire plus de choses demain. Donc plus on met de gens dans la recherche, plus la croissance de demain sera rapide. Mais moins on produit de choses aujourd'hui. C'est vraiment un choix à faire entre le présent et le futur. Ce graphique illustre parfaitement ce dilemme. Imaginez le cas extrême. On met 100% de la population dans les usines. La production actuelle est maximale, super. Sauf que le taux d'innovation tombe à zéro. On sacrifie complètement l'avenir. À l'inverse, si tout le monde devient chercheur, on prépare un futur incroyable, mais on meurt de faim aujourd'hui. Tout l'enjeu, bien sûr, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux. Alors, la grande question, c'est est-ce que le marché, tout seul, arrive à trouver ce bon équilibre? La réponse, et elle est sans appel, c'est non. Absolument pas. Des études comme celle de l'économiste Griliech montrent que, quand une entreprise privée investit dans la R&D, le retour sur investissement pour la société dans son ensemble est de l'ordre de 40 à 60%. C'est un chiffre absolument colossal. C'est bien plus que ce que l'entreprise va en retirer pour elle-même. La conclusion est donc inévitable. En tant que société, on ne fait pas assez de recherche. Mais pourquoi un tel décalage? Il y a 2 raisons principales à ça. La première, c'est ce qu'on appelle l'externalité de connaissance. En gros, un chercheur qui fait une découverte s'appuie sur toutes les découvertes faites avant lui, souvent sans payer pour. Son idée va elle-même servir de base à de futurs chercheurs. Le bénéfice se répand bien au-delà de l'inventeur initial. La deuxième raison, c'est le pouvoir de monopole. Le brevet, c'est super pour inciter à innover. Mais une fois que l'entreprise a son monopole, elle va produire moins et vendre plus cher que ce qui serait idéal pour tout le monde. La conclusion politique de tout ça est donc assez directe. Puisque le marché, de lui-même, n'investit pas assez dans la recherche, ça justifie une intervention de la puissance publique. Comment? Eh bien, il y a 2 grandes manières de faire. Soit on subventionne directement la recherche, on donne de l'argent aux labos, aux universités, soit on subventionne l'achat des nouveaux outils innovants. En faisant ça, on augmente la demande pour ces outils, ce qui rend les brevets plus rentables, et donc ça incite plus de gens à se lancer dans la recherche. On pourrait s'arrêter là, en se disant « Parfait, on a compris le moteur de la croissance, et on sait même comment appuyer sur l'accélérateur. » Sauf que, le modèle de Romer a une dernière implication. Une conclusion qui est parfaitement logique quand on y réfléchit, mais qui est aussi assez troublante, surtout aujourd'hui. Le raisonnement est vraiment important, alors suivons-le pas à pas. Pour que notre économie continue de croître au même pourcentage chaque année, il faut de plus en plus d'idées nouvelles. Pourquoi? Parce que l'économie est plus grande, donc pour avoir le même effet en pourcentage, il faut une plus grande impulsion. Logique. Pour avoir plus d'idées, il faut plus de chercheurs. Et pour avoir plus de chercheurs, il faut tout simplement plus d'êtres humains. La conclusion est un peu vertigineuse. Dans ce modèle, la croissance à long terme est directement liée à la croissance de la population. Et c'est précisément là que cette théorie, qui a maintenant plus de 30 ans, vient percuter de plein fouet notre monde actuel. Partout dans le monde développé, la croissance de la population ralentit, stagne et parfois même s'inverse. Alors si la prospérité vient des idées et que les idées viennent des gens, qu'est-ce qui arrive à la croissance économique dans un monde où il y a de moins en moins de gens pour les avoir, ces idées? C'est une question immense et elle reste entièrement posée.